Intéresse-toi et casse en fait ce tabou de la finance personnelle, les épargnes, machin, c'est des trucs d'adultes, c'est chiant. Moi, c'est un peu comme ça que j'étais un peu baigné là-dedans en mode ah c'est prise de tête, c'est trop compliqué, machin, c'est chiant. Oh là là, il faut que tu mettes, faut que tu ouvres un livret A. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme j'ai été éduqué comme ça. Je reproche rien à mes parents ou quoi que ce soit dans ma famille, mais je pense que même eux Eh ne ben non, connaissaient ils t'ont transmis ce qu'ils connaissaient. Hein. voilà, maintenant c'est l'inverse. C'est moi qui leur explique les choses. C'est cool ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Moody. Comment ça va, Kevin? Ben ça va super et toi? Bah, ça va super bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'en plus, tu es en plein déménagement, donc merci d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour qu'on puisse jaser un petit peu tous les deux de crypto, du coup. Exactement. Et bah écoute, c'est quand même drôle parce que toi et moi, on se connaît plutôt par la photo, mais j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais ce feeling-là. Je crois que c'est parce que tu avais réagi à quelques stories que j'avais partagées, où je parlais de crypto et tout ça. Et j'avais le feeling que tu faisais de la crypto. Et quand j'ai lancé ce projet d'interview, je t'ai lâché un message genre trop random sur Insta. Ouais, tu fais-tu de la crypto? Genre, j'avoue que c'était un peu spécial. Et toi, t'étais au gym, tu me réponds, ouais, ouais, j'en fais et tout, on s'en reparle et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, bah, du coup, je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas déjà, de Ouais, façon générale. de façon générale, ouais, ben, j'écoute, je suis photographe, mais aussi directeur artistique, basé à Montréal depuis bientôt 4 ans. Ça va faire bientôt 7 ans que je suis au Canada. Sinon, je suis français, d'origine de France, disons, mais maintenant j'ai la double nationalité aussi. Ouais, sur les réseaux, on voit que je fais beaucoup de photos, donc c'est principalement ce que je vais montrer et ce que voilà, là-dessus que je travaille. Euh, Mhm. mais mon vrai job aussi, c'est d'être DA sur le côté. Donc voilà un peu ma présentation. Et t'étais à Toronto avant Montréal, hein, je pense. Exactement, ouais. Ouais. J'ai fait 3 ans à Toronto pour tester un peu. C'était ma première expérience au Canada, hein. Je connaissais pas du tout le Ok. Canada avant d'arriver. Et tu sais que moi, fun fact, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais un jour sur YouTube, j'étais tombé sur une vidéo et c'était toi en fait. C'était toi Ouais, et tu étais à Toronto et tout. Je pense que je te l'avais dit au magasin quand je t'ai rencontré pour la première fois. J'ai ça me reconnu tes tatous en fait. J'ai dit, ah man, ça se peut-tu que t'étais à Toronto? J'ai vu une vidéo sur toi. J'avais vraiment aimé ton travail. Donc c'est quand même Merci, drôle. merci. Oui, oui, effectivement, il y a eu. J'ai un ami qui fait un ami vidéaste qui faisait des reportages un peu sur différents types de personnes, différents profils, différents parcours de Français au Canada. Et C'est on ça. avait fait un épisode effectivement sur mon travail, etc. Donc voilà, ce vidéaste est devenu un ami, mais effectivement, Ouais, des c'était questions cette vidéo là, je me rappelle. Ouais. ouais, qui étaient intéressés ou qui voulaient avoir voilà, qui voulaient avoir des avis un peu sur comment faire de la photo au Canada, bref, s'établir un peu au Canada, etc. Donc, ouais, possible. Et pour boucler sur le côté de tes origines, quand j'étais à Malte, c'était quand au début d'année, tu m'as Ouais. écrit en me disant ah, c'est la maison. Fait que t'es Oui. né à Malte en fait ou je Non, suis pas en sûr d'avoir fait, compris ça. non, c'est juste que je suis aussi, je suis en vrai, à la base, je suis 50% maltais et 50% français. Ok, Ma mère et toute la famille du côté de ma mère est maltais. Ma mère est ok. maltaise et mon père est français. Et ensuite, bah, j'ai les deux, mais le fait d'être venu ici, ça, j'ai aussi la nationalité canadienne maintenant. T'as trop de nationalités, c'est le bordel. Mais tu Ouais, c'est le voyages, bordel. Il y a des c'est pays bon. où c'est pas autorisé, hein. C'est vrai, hein. Parfait. Alors là, du coup, maintenant, on va aller vers la crypto tranquillement. Moi, ben, la question, puis je te l'ai pas posée avant, donc c'est parfait, ça va permettre de rester. Ben, je devais découvrir en même temps que tout le monde ton parcours donc dans la crypto-monnaie. Comment ça a commencé pour toi tout ça? À quel moment Kevin, le Maltais français en projet d'expatriation au Canada, qui fait de la photo, qui est directeur artistique, se ramasse dans la crypto? Comment ça se passe? Ben, en fait, ça s'est passé que c'était un peu comme une blague entre amis, là, et même une blague de collègues, en fait. Ok, C'est que ça a commencé en 2017. J'ai commencé en 2017, en gros, euh, quand je venais d'arriver au Canada, et j'ai travaillé dans une entreprise, dans un groupe média à Toronto. Et on était plusieurs Français, voilà, on s'était fait un petit groupe. Mais voilà, il y en avait certains qui s'intéressaient, on regardait un peu les choses en même temps. Voilà. C'était ma première vraie exposition
à la crypto. Ma toute première exposition à la crypto, qui était avant ça, c'était en 2014. En Waouh! fait, c'est juste que j'ai spoté, j'ai vu, alors est-ce que c'était un vrai, je ne sais pas ce que c'était un vrai, mais en gros j'ai vu sur le bureau de mon patron une pièce Bitcoin. Il me Ouais, semble, ouais, c'est je ne les. connais pas vraiment, mais il me semble que ça n'existe pas, une vraie pièce de Non, Bitcoin. non, bien sûr que non, ça n'existe pas. Mais c'est dans l'imaginaire, les gens, parce qu'ils Ouais, ils ont besoin d'avoir quelque chose de tangible. Mais absolument, bien sûr, c'est exactement. une monnaie numérique, ça, c'est pas Voilà. physique. Et en fait, cette pièce traînait sur le bureau de mon patron. Et ça m'a intrigué, donc j'avais commencé Ah à faire ouais. quelques recherches, et donc j'avais compris que c'était comme une monnaie virtuelle, etc. C'était ma première exposition. Et donc à partir de là, en Mais t'avais 2017, acheté, du coup, ou juste non, 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 t'avais non, non, découvert le non, truc. c'était juste Ok. que j'en avais entendu parler, voilà. Mais En c'est quand même 2014. tôt, hein. C'est quand même tôt Ouais. dans le cycle. Donc moi, alors après en 2017, quand j'ai commencé à m'y intéresser, et mon premier achat, disons, mon premier investissement que j'ai fait, je me suis dit, mais est-ce que mon ancien patron, lui, il avait acheté Oh, des choses en 2014? Parce que c'est fou, parce que bah, tu sais, s'il avait une pièce, c'est qu'il s'y intéressait. T'as pas probablement. une pièce de déco de Bitcoin si tu t'y intéresses pas un minimum ou Ouais, si t'es un peu fanboy, tu vois. ouais. Voilà. Donc, bah, bref. Tout ça pour en venir en 2017 où effectivement j'ai fait mon premier investissement entre collègues où on s'est dit, pour être honnête avec toi, c'était un peu du gambling, tu vois. C'était vraiment, on se disait, bon, on comprenait le concept général, et on s'est dit, vas-y, on va balancer chacun un 200 $ et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? On ne sait pas. À l'époque, on ne sait pas. Puis c'est très spéculatif. On ne sait toujours pas. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc on s'est dit, ok, on va mettre 200 $. Et puis on a mis, puis bon, bah, ça variait, voilà, c'était assez volatile, etc. Mais à l'époque, c'était l'espèce de premier petit pic de 2017-2018, si je me souviens bien. Mhm. Premier petit pic et ouais, ça avait fait quand même un petit peu de gain. Et en fait, suite à ça, on s'est un peu chauffé entre collègues et on a continué à mettre un petit peu, tu vois. Et en fait, je pense au total, on a dû mettre à peu près entre bah, chacun, je sais pas, mais moi, si je me souviens bien, j'avais mis comme un 500 $. Ok, Ce qui était déjà énorme parce que tu te dis bien quand même, sûr. Tu sais c'est pas ce que c'est. on sait pas ce que c'est, et puis on l'a fait sur plusieurs semaines, mois. J'aurais pas mis 500 $ comme ça d'un coup, parce T'as que baissé. Ok. ça représente quand même une certaine somme, mais c'était un 100, 150, puis 200, puis on voyait que ça montait, donc on s'est dit, ok, on va voir, et puis on va. Donc voilà, ça c'était le premier pic C'est de toujours 2000. plus facile, ouais, d'acheter quand ça monte. Exactement. Exactement. Donc c'était voilà, ma première expérience crypto, Mais c'était ça. comment t'as acheté à cette époque-là l'écosystème? Parce que moi j'ai commencé en 2019, donc je me rends pas compte en 2017. Est-ce qu'il y avait Binance, avec Coinbase? Comment t'achètes ta crypto et comment tu vois comment tu passes ton argent sur les Ouais. exchanges et qu'est-ce que t'as acheté du coup? T'avais acheté juste du Bitcoin ou t'avais acheté de l'Ethereum peut-être? C'était le bull run de l'Ethereum. Ouais, j'avais acheté de l'Ethereum et j'avais acheté du Bitcoin, mais alors la plateforme, je sais que c'était pas Coinbase ni Binance, C'était c'était une sketch. autre. C'était un truc. Voilà, non mais déjà c'était ça en fait, c'est que je les avais, hein, mais c'est juste que la plateforme, je pourrais pas te dire, je me souviens absolument pas de laquelle c'est. Je me souviens par contre d'avoir, après, une fois que ça avait un peu le premier pic de 2017, début 2018 à dégringoler, j'ai fait un transfert vers Coinbase qui était pour moi une plateforme qui était beaucoup plus stable, Ouais, connue, beaucoup plus placée safe. sur le marché et moins sketch. Donc j'ai fait ce move-là. Et donc bah, forcément il y a eu des frais de transfert, etc. Mais bref, du coup j'ai tout rapatrié sur Coinbase. Et aujourd'hui je suis toujours sur Coinbase. Ok. Et t'as réussi à sortir du coup des gains ou est-ce que tu t'es fait avoir quand tout a dégringolé à la fin du bull run de 2017? Non, quand tout a dégringolé, j'ai juste laissé. J'ai pas Ok. touché. J'ai juste laissé. Et je me suis dit, de toute façon, tant que je ne retire pas concrètement, je n'ai rien perdu. C'est un peu une règle que je m'applique même en investissement, Ouais. disons, classique. Euh, donc ouais, j'ai laissé jusqu'au gros pic de 2020, Ouais. 2021, 2020, 21, ouais. exactement. Où là, entre-temps, un petit peu avant, quand je voyais que ça commençait un peu à reprendre de l'ampleur, j'ai réinvesti. Mais là, j'ai réinvesti beaucoup plus, où j'ai injecté à peu près, je dirais en tout, à peu près 4 000 $. Ok. Et ces 4 000 $, ouais, donc ces 4 000 $ là, oui, ils ont doublé, Ils ont pas voire mal bossé. triplé, effectivement.
Et de là, quand on était quasiment dans les tops, en fait, du moment, j'ai pu retirer comme gain environ $4 000. Parce que j'ai fait 2 fois $2 000 de gain. Donc, tu as repris ta mise initiale. Donc, j'ai repris ma mise initiale et aujourd'hui, et j'ai rien touché. J'ai jamais Ouais. revendu toutes mes mises initiales. J'ai toujours gardé un minimum. Et donc, effectivement, tout a dégringolé. J'ai eu des pertes. Hein. Je peux pas dire que j'ai eu que des Bien gains. sûr. J'ai eu des pertes où, par exemple, j'ai passé une fois, en fait, après comment dire, ce que je savais en fait de la crypto et comment investir a beaucoup changé entre 2017 et 2020 et 2021. Mhm. Pendant le confinement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé en fait à l'investissement, tout ça, mais à l'investissement, que ce soit immobilier ou financier. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est un truc d'adulte qu'il va falloir qu'il faut faire. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va arrêter de niaiser, il faut commencer à savoir ce que c'est un REER, ce que c'est, voilà, ce que la retraite et tout ça, parce que moi, c'est des choses, quand je suis à mon compte, bah, qu'il faut que je fasse moi-même. Donc, en fait, Mhm. bah, je me suis intéressé à ça. Et aussi parce que j'avais de l'épargne qui traînait sur un compte. Donc, il fallait aussi que je fasse quelque chose de cet argent-là. Mhm. Donc, je me suis intéressé à ça. Et donc, à la crypto. Et à la crypto, bah, en fait, je me suis intéressé et c'est là où je me suis dit, ok, je vais réinvestir parce que fondamentalement, j'y crois aussi. Mhm. C'est-à-dire que je me dis, c'est une solution, c'est quelque chose qui serait intéressant d'avoir quelque chose qui est décentralisé, en dehors en fait d'autres choses qui soient un peu plus libres que le système bancaire. Et après, je le voyais comme quelque chose. Bah après, je dis ça avec mon niveau de Ouais, connaissance. ouais, non, mais c'est parfait. Avec la C'est vision parfait. que j'ai, Mais, loin de mais là. cette vision-là, est-ce que, parce que j'imagine qu'en 2017, comme tu disais, c'était plus de la curiosité entre collègues, un pari quasiment, un pari un soir un peu bourré, Ouais. allez viens, on achète ça, on regarde ce qui se passe. J'invente l'histoire, c'était sûrement pas ça. Mais à quel moment, en fait, tu as commencé? Est-ce que c'est pendant du coup, le premier bear market que tu as vécu ou est-ce que c'est pendant ta période en 2020 où tu faisais tes armes en investissement que tu t'es dit, OK, là, je veux vraiment comprendre c'est quoi Bitcoin? Est-ce que pour toi, c'était... je vais tourner ma question autrement. euh, Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui achètent du Bitcoin sans Ouais. vraiment trop se poser la question de ce que c'est parce qu'ils disent, bon, globalement, ça monte, ça a l'air assez sécuritaire, donc je fais un pari là-dessus. Et moi, à l'inverse, tu vois, j'ai vraiment voulu creuser parce que c'est ça qui me donne la sécurité intérieure de dire, OK, mon argent, je peux le mettre là, il n'y a aucun problème. Et toi, comment tu penses que c'est nécessaire de creuser autant et à quel moment tu l'as fait et on part là-dessus aussi. Ouais, bah écoute, ça dépend, je pense, de ta vision et puis ça dépend aussi de combien tu es prêt à perdre, entre guillemets. Parce que c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire, c'est que tu vas mettre ton argent quelque part, ok, je comprends que ce qu'il faut faire, c'est de faire ses recherches. Moi, je le Mm. fais mes recherches pour mes investissements classiques et je les ai moins faits, c'est vrai, pour la crypto. Je l'ai moins fait parce que j'ai analysé certaines choses, tu vois, dans ce domaine-là, loin de là, hein, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais comment dire, j'ai pas fait autant de recherches parce que je voulais, quand j'ai juste analysé comment ça avait évolué, qu'il y avait effectivement un gros bear market, etc., et que c'était assez stable, etc., mais c'était stable, mais après que c'est remonté un petit peu, ouais, j'ai réinvesti que quand c'est remonté. Mm. Parce que c'est juste un truc de je suis un peu la tendance. Ouais, Ok. mais c'est parfait. Donc, c'est un peu ça. Sans savoir ce qui allait se passer. Mais j'avais compris un peu le système, j'y croyais, mais si tu me poses la question aujourd'hui, j'y crois encore. Mais pour moi, le Bitcoin, en tout cas la crypto, aujourd'hui, reste encore un moyen juste de faire de l'argent et de faire du profit. J'ai Mm. l'impression que moi, il est plus utilisé pour faire du trading, clairement, que concrètement ce que ça va vouloir, en tout cas, ce que ça potentiellement serait plus tard. Ok. Alors, parce que moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai, c'est un peu ce que je vois, de ce que je comprends, de ce qui se passe là dans le marché. Et c'est un peu comme ça que je l'utilise actuellement. C'est qu'en gros, dans mon portfolio d'investissement de manière générale, ouais, la crypto représente à peu près, je dirais, 5%. Et Ok. j'aimerais bien grandir cette part de portfolio-là. Parce qu'au final, quand je regarde depuis 2017, clairement, ça reste mon meilleur investissement. Non, c'est clair. C'est intéressant, puis je te trouve, comment tu dis, raisonnable d'avoir tenu à 5%. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à investir, au début, bah, c'était 1%, tu vois. C'est monté assez vite à 5, ensuite 10, ensuite 20, ensuite 50. Et aujourd'hui, 100% de mes investissements sont en crypto, ce qui est une folie.
Je recommande absolument à personne de faire ça. Il y a un gars que je suis sur YouTube que je respecte énormément puis qui disait ça. Non, mais si vous avez 100% de la crypto, vous êtes vraiment cave. Genre, là, j'étais comme merde. Je suis peut-être allé trop loin. Donc, Ouais, mais mais après, c'est, moi, j'ai. tu sais, ça dépend après de comment tu vois la chose, hein. Effectivement, tu peux aussi investir dans des entreprises où tu n'as aucune vision. Le marché, de manière générale, est spéculatif. C'est juste qu'on se base sur des études qui ont été faites depuis Hmm. des années, qui font que, bah oui, effectivement, on peut se reposer l'esprit en disant, OK, je vais investir, imaginons, chez Apple, Ouais. mais rien ne nous dit que Apple peut couler. Après, c'est C'est moins probable, c'est moins probable. Voilà, c'est mais le juste des risque est questions, toujours là. Ouais. voilà, c'est des questions de probabilité. Et est-ce que toi, du coup, là tu parles d'Apple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comparent la crypto un peu à la bulle Internet. Alors bulle, mais derrière, même s'il y a eu une bulle Internet, Internet ça reste, en fait toutes les entreprises qui ont émergé de cette bulle-là, aujourd'hui c'est les top entreprises à avoir dans un portefeuille. On pense à Amazon, on pense à Apple, on pense à Google. Donc est-ce que pour toi aujourd'hui ce qui se passe sur la crypto, c'est comme si l'histoire se répétait, c'est comme une espèce de nouvelle révolution technologique qui va amener des entreprises à exploser et du coup c'est là-dessus que les gens misent? Ou est-ce que tu penses que ça va vraiment rester très, comment dire, très épisodique en fait? Il y a cette opportunité-là un jour, mais peut-être que la crypto demain pourra juste comme arrêter. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un mix entre les deux quand tu parles de périodicité, là. Parce qu'effectivement, actuellement, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on l'utilise un peu pour trader. Dès qu'il y a un peu de hype, ça va redescendre un petit peu. Dès que entends parler de la crypto dans les nouvelles, à la Tu télé, vends. c'est que c'est fini. Enfin, c'est que c'est fini. C'est que c'est trop tard, en fait. Ça ira pas plus haut. Dès que ça atteint la masse, disons, c'est que ça atteint. J'ai l'impression, en tout cas, moi, dans ce que j'ai remarqué depuis 2017, c'est ça. Donc, honnêtement, moi, j'y crois. Tu sais, quand on parlait, on est encore tôt, j'ai l'impression qu'on est encore vraiment aux prémices, en fait. Parce pour l'instant, à part, tu sais, genre, il n'y a pas grand-chose, il y a pas d'entreprise qui utilise vraiment ça, la crypto, je parle. Mais quand tu vois les entreprises qui investissent aussi beaucoup là-dedans, quand tu vois Meta, qui veut créer un métaverse Mhm. et qui se fait taper sur les doigts et qui se fait huer, etc., mais qui est entièrement visionnaire et qui parle de ça aujourd'hui, puis après, en fait, ils rigoleront très bien dans 10 15 ans, quand ce sera en Mhm. fait la nouvelle norme. Parce que, en Mhm. fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec la bulle Internet. C'est qu'on parle, on rigolait. J'étais pas là, enfin, en tout cas, j'étais là, mais j'étais un petit. Ouais, t'es petit. Ouais. C'était un peu ça. Donc ouais, j'y crois, je fais le pari. Parce que ça reste un pari, hein. Concrètement, on sait pas. On parle de ça, ça peut être dans 5 10 15 20 on sait pas. On sait pas dans combien d'années ça sera. Mais ouais, pour moi, c'est un futur qui est possible. Et bien possible. Donc, d'aller qu'on ait une vie réelle, virtuelle, et qu'en fait, on utilise de l'argent virtuel dans un monde virtuel, ouais, c'est entièrement possible. Donc, peut-être qu'on y arrivera. On verra. Mais j'y crois. Et je pense que ça va quand même arriver. Surtout quand tu vois qu'il y a des grosses entreprises qui font partie de la bulle spéculative, qui ont révolutionné entièrement le marché, le monde, peu importe, mais Mhm. qui pensent aussi, qui ont la même vision et qui veulent Ouais. y aller aussi. Ouais, bah oui. Donc, Moi, bah, vas-y. moi, je parle souvent du pari asymétrique en fait. C'est quelque chose en trading. Si tu fais du trading, tu sais, il faut toujours que tu rentres à un moment où ton reward est beaucoup plus grand que ton risque. Et c'est comme ça, en fait, c'est cette asymétrie-là que tu vas qui fait que tu vas gagner de l'argent en tant qu'investisseur. Pour moi, pourquoi c'est autant spéculatif la crypto? C'est justement que il y a des gens qui disent, regarde, peut-être que ça va arriver. Peut-être qu'il y a un futur dans lequel le Bitcoin va être une monnaie utilisée par les gouvernements, par exemple. Comme on utiliserait l'or aujourd'hui, on aura des réserves de Bitcoin adossées, tu vois, à la crédibilité, on va dire, d'un État. Des entreprises, et on commence en fait à le voir, hein, des entreprises qui font des échanges, surtout les entreprises internationales, qui utilisent du coup le système Bitcoin pour faire des échanges parce que c'est moins coûteux. Que la monnaie traditionnelle, et puis ça marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, je parle même pas des altcoins où tu as des projets du futur qui commencent à arriver. Là, on reste vraiment juste sur la couche numéro 1, le Bitcoin. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui disent ok, ça peut arriver. Et je pense que c'est un bon moment pour prendre ce pari parce qu'au pire, si ça arrive pas, je perds 100% de mon investissement. Mais si ça marche,
c'est 1000, 10 000, 100 000%. Là, je prends sur 20 ans, sur 30 ans, j'en sais rien. Donc, le risque vaut la peine. Ton espérance de gain reste positive pour ceux qui font un peu des mathématiques. C'est-à-dire que même si oui, ça peut se péter la gueule, en même temps, Bitcoin, j'ai l'impression qu'à ce point-ci, a montré sa résilience. Il peut descendre, il l'a montré, mais retourner à zéro, j'y crois pas trop, moi. Alors, peut-être possible, hein, mais... Je sais pas, mais j'y crois pas trop non plus. Dans les Ouais. pires moments, il stagnait, il me semble, à 25, 26 000, mais je sais plus si c'était canadien ou US exactement, mais ouais, pour moi, je j'ai pas l'impression. Puis il a pris des trucs de fou dans les dents, quoi. Tu te dis, le truc, à Ouais, chaque fois, il revient plus fort. exactement. Après, à voir, est-ce que ce sera un effet tu sais, de foule, de plein de gens qui veulent, hein, tu sais, plein de jeunes, en tout cas de Mhm. jeunes, des gens qui sont allumés et qui sont, quand je dis allumés, qui sont conscients, c'était le Ouais. mot, mais Non, qui non, sont ouais. conscients sur le sujet et qui veulent en fait un monde comme ça, qui veulent un système comme ça, ouais, ils iront tous dedans. Ouais. Mais c'est Mais à nous de le porter, entre guillemets, c'est à nous de le porter. Ouais, quand tu vois, en fait, parfois je prends l'exemple aussi, par exemple, de Tesla. Il y a 10 ans, personne, c'est pas que personne n'y croyait, mais personne n'avait investi. Si tu avais investi 1000 $ chez Tesla il y a 10 ans, c'est quand même, t'aurais un gros gain aujourd'hui. tu serais bien, ouais. Mais, ouais. Mais c'est comme d'hab, hein. Si tu arrives avant, si tu y crois et que tu as envie que ça y aille, tu y vas. Tu prends le pari, Ouais. tu te dis, OK. Après, je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui peut mettre une certaine somme, mais je me dis toujours, mets ce que tu es prêt à perdre, entre guillemets, Ouais. surtout si c'est un domaine, quelque chose que tu connais pas trop, tu vois, et qui est un Ouais. peu peut-être sketch pour toi, mais voilà. Après, quand tu regardes, moi j'avais vu quelques stats là sur Coinbase, où en fait, quand tu regardes en fait la balance sheet de Coinbase, donc qui est un peu l'état financier, Mhm. si on peut traduire comme ça, tu vois en fait que à peu près environ, hein, si je me trompe pas, 80% des transactions sont institutionnelles Mhm. sur Coinbase. Donc, qui dit institutionnel dit entreprise. Donc, les entreprises font ça. Les entreprises Absolument. investissent, les entreprises utilisent en fait le Bitcoin. Et je suis sûr que les entreprises font beaucoup de gains aussi là-dessus Ah parce bah, qu'elles ont beaucoup plus à investir. tu vois MicroStratégie, par exemple, c'est devenu fou, quoi. Quand tu vois la plus-value qui est latente en ce moment, et le mec a rien. Alors, ils doivent cash out un peu comme Elon Musk lors du dernier bull run. On a vu qu'il a vendu des bitcoins et de la crypto pour amasser des gains, sûrement du Dogecoin aussi, vu comment il l'avait manipulé. Mais pour l'instant, en tout cas, les gros portefeuilles, ou même le Salvador, par exemple, qui a commencé à accumuler du bitcoin à partir du début du bear market précédent, j'avais vu une vidéo là-dessus. Et en fait, ils sont en gain et ils ont sorti une vidéo, mais même à la télé. Alors, tu vois, ils n'ont pas les mêmes médias que nous parce qu'ils disent pourquoi on vendra pas notre Bitcoin. Et là, ils t'expliquent pourquoi, en fait, et parce qu'ils disent concrètement, on pourrait le vendre pour avoir du dollar américain, mais ils expliquent que non, au contraire, que le plus petit pays d'Amérique a aujourd'hui ouvert la voie et que tout le monde se foutait de leur gueule au début en disant que ça allait complètement les mettre bankroute et tout ça, et qu'au final, bah, maintenant, c'est l'inverse, c'est que tout le monde est là en mode, ils sortent le petit carnet puis ils prennent des notes parce qu'ils disent ah merde, finalement ça a l'air de marcher. Alors c'est sûr que c'était possible à l'échelle d'un petit pays. Tu pourrais pas faire ça directement aux États-Unis, tu vois. Bah, est-ce qu'on y arrivera un jour peut-être, mais c'était plus réalisable là-dessus, c'est sûr. Exactement. Puis en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu vois que, en fait, même les grands, entre guillemets, là, les entreprises, les grands investisseurs, etc., s'y mettent, ben, non mais, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, tout ça, c'est un jeu. Et moi, je le vois un peu comme le système, c'est un jeu. Ouais, Il faut que tu connaisses les règles du jeu, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les règles du jeu. Dès ouais, que tu commences à connaître les règles du jeu, ben, joue. ouais, Mais alors attention, tu peux perdre aussi, mais en fait c'est soit tu vas, tu connais les règles du jeu, tu les connais bien, tu t'es instruit dessus, etc. Et en fait tu joues, soit tu joues pas, ouais. effectivement. Mais voilà, après c'est juste qu'effectivement, pour l'instant, et je pense que même certaines entreprises le voient comme ça, c'est qu'effectivement pour l'instant ils arrivent à, soit ils investissent, soit ils se font quelques gains, etc. Ils ramènent ils ressortent un peu de gains, mais ils continuent à être dedans, dans le système, dans le jeu. Ouais, clairement. Non, mais je pense que effectivement, sur le cycle de l'adoption, j'avais entendu une fois que toutes les révolutions passaient par trois phases. Je sais pas si tu avais déjà entendu ça. Il me C'est semble. stupide, dangereux et évident. Pour moi, on a quitté la phase stupide, ça fait longtemps.
On est dans la phase dangereuse et on est en transition à la phase d'évidence parce qu'il y a de plus en plus, là, comme tu disais, des institutionnels qui utilisent ça. C'est en train de grossir. Bon, pour moi, Salvador a ouvert a ouvert le chemin. L'Argentine peut-être va suivre. On va voir ce qui va se passer. Donc, j'ai l'impression que c'était vraiment le premier caillou qu'on jette dans l'eau. Et puis là, on va voir les petites ondes là qui vont se répandre. Mais je le vois juste autour de moi en fait. Au début, quand je disais que je faisais de la crypto, les gens ils comprenaient juste pas en fait. Et là, de plus en plus, alors des fois on rigole encore un peu, on est comme ok, ouais, tu mets tout dans la crypto machin. Et puis je commence à avoir des gens qui disent là, Julien, faut que tu m'expliques parce que j'ai vraiment l'impression de manquer quelque chose. Mais je trouve que ça arrive assez tôt dans le bull run parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'est comme tu dis, c'est que c'était la fin. Quand on m'a dit ok Julien, là je manque quelque chose, explique-moi, je veux mettre 1000 balles et tout, là j'aurais dû tout vendre si j'avais eu cette sagesse là. Mais là tu vois, déjà maintenant, alors peut-être parce que c'est des gens qui ont vécu, ils se sont fait éclater le dernier bull run et là ils se disent ok, cette fois-ci je vois que ça repart, je veux pas me faire avoir, je vais être un peu plus précoce dans le truc. Donc peut-être que c'est ça, mais je commence à avoir des signes d'intérêt même dans un public néophyte aujourd'hui. Je sais pas si toi tu l'as senti autour de toi. Il y a de l'intérêt, ouais, j'ai des questions, mais j'ai personne encore qui vraiment. Enfin, si j'en connais qui ont investi aussi, mais ça reste quand même. Dans mon entourage, je pense que en tout cas dans le mien, je suis celui qui a le plus mis. Et que je t'ai dit, c'était que 5%. Ouais, non, c'est ça. Donc, ouais, après, il y a certaines personnes qui s'intéressent, mais pour l'instant, je pense qu'effectivement, on est plus dans le côté. Ils ont l'impression que c'est dangereux, que c'est un peu sketch. Voilà, après ça dépend, ouais, ça dépend de plein de... Tout à l'heure, tu as dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Tu parlais des jeunes, et c'est vrai que je pense qu'il y a encore une friction technique en fait. C'est vrai que pour moi, la crypto-monnaie, ça sera forcément un peu plus notre génération ou les plus jeunes. Parce que déjà, tu vois qu'il y a des personnes qui ont de la misère encore avec des ordinateurs. Donc, tu peux pas demander à ces gens-là d'acheter de la crypto, de mettre ça sur un wallet. Il y a beaucoup trop de friction technique. Donc, j'ai l'impression que c'est encore un frein technique. C'est quoi pour toi? Est-ce que tu penses comme moi que c'est ce frein-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que la crypto, finalement, ça va pas si vite ou moins vite qu'on pourrait le croire? Oui, c'est sûr qu'en termes techniques, il y aura toujours un gap avec certaines générations. Est-ce qu'un jour il y aura une plateforme qui va un peu démocratiser ça, ou en tout cas rendre ça plus ergonomique? Est-ce que, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'un jour une banque classique mettra en place un système sur leur site où on pourra acheter du Bitcoin? Who knows? Mais peut-être que c'est ça qui va faire que les générations au-dessus de nous vont peut-être se mettre dedans. Après, il faut y croire. Moi, j'y crois moyen. Mais je me dis que si nous, on est la génération, et que peut-être un peu plus, disons... les gens qui ont, soit les générations au-dessus de nous qui ont eu la facilité et qui ont eu la volonté de vouloir se mettre à jour sur comment on travaille aujourd'hui, comment on vit aujourd'hui avec la technologie, eux, je pense que en fait, ils le feront, peut-être pas maintenant, mais plus tard. On a évolué dans le changement constant des technologies, donc on a su à chaque fois sauter sur une nouvelle technologie. Et puis ceux les plus jeunes, ils sont nés dedans. Je pense qu'eux, ils vont y aller encore plus jeunes que nous. Ouais. Si ce n'est pas déjà le cas, je suis sûr qu'ils ont déjà de la crypto et ils vont adopter encore plus rapidement que nous. Ouais. Le fils de ma blonde a 18 ans. Là. Ouais. Puis il me montrait, il a de la crypto, il a déjà presque 5-6 000 piastres en crypto. Quoi. Ouais. Mais il y croit, c'est un truc de fou. Et je me dis, fuck, mais si à 18 ans j'avais été là, aujourd'hui ce serait pas la même. Quoi. Mais c'est cool, t'as raison, c'est intéressant de voir comment les jeunes ils ont cette appétence avec la technologie et la crypto, c'est né dans le cerveau de gens qui étaient dans la technologie, quoi, c'est clair. En fait, c'est ça, c'est que dans les prochaines générations, alors déjà que la génération Z, je crois la Gen Z, eux, ils sont nés avec la techno qu'on a aujourd'hui, clairement, et en fait, ceux d'en dessous vont naître avec la techno plus crypto comme base, en fait. Il y a un monde virtuel avec une monnaie virtuelle, ce sera ça. Ce sera leur base. Donc ouais, on avance vers un monde et un système qui va être construit avec une nouvelle jeunesse où en fait ce sera adopté. Et ils le verront peut-être beaucoup moins comme quelque chose de dangereux. Ouais. Et alors là, tu sais, on parle beaucoup des ETF, ça fait partie du narratif de ce bull run-là. Toi qui es investisseur, et on va peut-être pouvoir en reparler un petit peu, si les ETF étaient disponibles aujourd'hui, est-ce que tu investirais ton Bitcoin par le biais de ces ETF-là pour que ça soit un peu plus comme tu es habitué avec tes autres investissements,
Ou est-ce que ce serait important pour toi de garder la crypto en spot sur un wallet? Je sais pas en fait d'ailleurs si tu la gardes sur un exchange ou si tu as fait ça. Non, non, je l'ai gardé que sur Coinbase et Ok. j'en suis à là, en fait. Je suis à l'étape Ah, où faut qu'on en parle, Kevin. ouais, Attention. je me renseigne sur est-ce qu'il faut que j'achète ces clés cryptées. Je sais plus exactement si c'est ça qu'il faut faire ou si est-ce qu'il faut que je l'ai sur un wallet sécurisé exactement. Donc j'en suis là. Et pour revenir à ta question de l'ETF, donc ouais, je suis ça, effectivement. Là, j'ai réinvesti justement parce on dit toujours il faut investir quand il y a la rumeur et puis tu vends quand c'est sorti dans les news. Mais je suis ça, je le suis. Et en fait, moi, non, je n'investirai pas via un ETF parce que je ne veux. En fait, je crée moi-même mon propre ETF, en fait, mon propre portfolio. Je pense que ce serait un moyen pour les plus frileux Hmm. qui veulent investir maintenant d'investir dans la crypto. C'est de passer via un ETF qui, pour eux, est plus sécurisé. Mais moi, je préférais en fait créer mon propre ETF, entre guillemets. C'est mon propre portfolio sans avoir de frais en fait de management là, d'ETF. Hmm. Et de en fait m'avoir tant de pourcents de Bitcoin, tant de pourcents d'Ethereum, tant de Solana, tant de Cardano. De me faire mon propre portfolio. Parfait. Alors là, tu as name droppé plusieurs projets, donc c'est parfait. J'avais la question pour toi. C'est quoi tes projets préférés? Qu'est-ce que, si tu veux nous le partager, bien sûr, qu'est-ce que tu mets en portefeuille? Et selon toi, quels sont les narratifs aussi qui vont bien fonctionner pendant ce bull run? Bah écoute, alors aujourd'hui, j'ai ouvert ma page. Je peux te dire en fait que ce que j'en ai plusieurs, mais j'ai un peu consolidé parce qu'à un moment, je sautais un peu sur toutes les occasions. Et en fait, j'ai un peu consolidé parce il y avait plein de choses. Forcément, alors j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Solana, Cardano, Chainlink, du Shiba Inu, du Dogecoin. Oh, ok. T'es plus gamer un peu. Ouais. J'ai après, je te parle des trucs les plus, comment dire, des investissements les plus gros, hein. Parce qu'après, j'ai plein de petites cryptos, de petites altcoins qui sont plus, des petites choses que j'avais qui ont beaucoup perdu. Et que du coup, j'ai comme moins de 50 T'as dollars. juste gardé, quoi. Ouais. Ouais, juste gardé. Mais j'avais investi aussi sur du Chainlink et du Chiliz. Et Chiliz, parce que j'y croyais quand même, parce que c'était le Chiliz, en gros, de ce que j'ai compris, très une monnaie virtuelle qui permettrait en fait d'acheter, de rémunérer, surtout dans le domaine sportif. Hmm. Un peu de la fan zone, tu vois, Exact. exactement, dans le domaine sportif et d'acheter comme soit tu sais, un système de NFT sportif ou des trucs comme ça. Donc ouais, j'ai investi aussi là-dessus. Parce que c'est un gros gros marché, un gros gros potentiel et ouais, j'ai investi 1500 dollars qui sont Ok. aujourd'hui bien bien down, mais je les garde. Ah, il Après, était. j'avais investi ça, donc ouais, aujourd'hui c'est ça. Mais aujourd'hui, ma plus grosse position, ça reste Bitcoin, Ok. Ethereum, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Chainlink. C'est ça. Et Dogecoin, je suis bien bas. Je suis bas un bon 80%, je pense. Ouais. Parce Bon, que, comme mais tout le ça, monde pour soit le coup, rassuré. voilà. Ça, pour le coup, c'était vraiment juste un. C'était le casino, hein, clairement. J'en ai acheté parce qu'il y avait la rumeur. On attendait Elon Musk au Saturday Night Live. Ah, Et en c'était le fait, top, ça. exactement. Et puis en fait, ça a bien, bien, bien grimpé. J'ai pas vendu au bon moment parce que c'est descendu vraiment à un moment où je l'attendais pas. En fait, c'est descendu en plein pendant l'émission. C'est là Hmm. que ça a craché, quoi. Ouais. Bah, le sell de news, là. C'était vraiment Voilà. ça. Alors, tu parles de vente. Là, de ce que j'ai compris, en fait, sur toute première expérience de bull run, finalement, tu as gardé les choses et tu as dit un truc qui est très vrai, qui est que tant que tu pas vendu, tu pas perdu. Mais tant que tu pas vendu, tu pas pris de gain non plus à un moment donné. Alors, Non. est-ce que toi, du coup, et puis par l'expérience que tu as acquise sur la finance traditionnelle, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as, on va dire, une stratégie de sortie? Est-ce que tu as prévu de prendre des gains? Si oui, comment? Et est-ce que tu as des targets peut-être à nous partager? Ben, est-ce que j'ai une stratégie de sortie? Pour l'instant, pas vraiment. Mais là, comme je me suis remis dedans, parce que je vois que l'intérêt revient, je me suis un peu remis dedans. Effectivement, comme j'ai repris un peu la mise de départ à la base, donc je suis un peu moins stressé par ça. Hmm. Là maintenant, dernièrement, j'ai réinvesti 2000 dollars. Ok. Donc, moi, mon but, ce serait ma stratégie actuelle, en gros, c'est juste de reprendre ma mise en gain. Une fois que j'ai repris ma mise, je laisse. Je m'en fous. Hmm. Je laisse dormir. J'ai pas besoin de cet argent-là en urgence dans mon compte courant.
Mm. Tu vois. Donc je laisse et puis je vois. Et puis si, en fait, je pourrais même encore réinvestir. Là, je vois qu'aujourd'hui, par exemple, c'est en Ah, down. ça corrige. Donc en fait, je me tâte à reprendre un petit peu, reprendre un petit peu, puis reprendre à différents prix, effectivement, mais c'est pas grave. Tu sais, genre ça va average down, et puis en fait après, en espérant que ça augmente effectivement, mais je mets toujours euh, parce que bah, ce que je suis prêt à perdre, oui toujours, mais ça représente une petite partie. Encore, ça représente une petite partie. Peut-être que je devrais y aller un peu plus, effectivement, plutôt que d'investir dans un, par exemple, j'ai du 3M, qui est une compagnie, qui est une entreprise qui est censée être ultra stable et qui est censée aussi être résistante à la crise, disons, ce qui a été vrai. Effectivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça fait quoi, 3 ans que j'ai du... Mais après, il ne faut pas le voir que sur 3 ans, il faut le voir sur du Bien sûr. 30 ans. C'est des entreprises que normalement tu gardes 30 ans, quoi. Mais comme on n'y est pas, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait, plutôt que de me dire, ok, je vais mettre, je dis n'importe quoi, sur 10 000 $, j'aurais fait ouais, du 90% en stock market et du 10% en crypto. Mm. Donc là, je suis en train de revoir un petit peu pour me dire, bah, peut-être que je vais mettre du 60-40 ou du Ok. 50-50. Je sais Ah oui, pas quand encore. même. Quand même. T'es prêt à augmenter le. Ouais. Si tu dois le faire, fais le tôt. Hein. Attends pas que le truc il part trop vite. Non, non, en fait, c'est là. C'est Ouais, avant la fin ça se d'année que passe je... là, là. Ça se passe là, ouais. On pourra en parler si tu as des questions, t'hésites pas. Et si tu mets Ouais, plus, franchement, je t'encourage à mettre sur un wallet parce que c'est très simple. Ça coûte rien du tout. En plus, par rapport au capital que tu as, ça représente ok. peanut. Et c'est vrai que c'est quand même un peu risqué sur les exchanges. Honnêtement, j'ai fait le dernier bull market complètement en laissant tout sur Binance et j'ai eu de la chance. Tu vois, par exemple, moi, j'étais pas rentré sur FTX. Mais quand tu vois tout ce qui se passe, même sur Binance, là, tout ce qui s'est passé, Oui, je me garderai une petite gêne, puis j'en ai encore un peu hein, d'argent sur Binance et j'ai KuCoin aussi, mais j'essaie de laisser le moins possible parce que ok. on n'est Mais pas à alors, l'abri de ça. justement, je pense que comme moi, tu auras des spectateurs sûrement qui ne sont pas experts là-dessus. Mais concrètement, en quelques mots là, simple, le wallet, clairement, c'est quoi? Et comment clairement aujourd'hui, comment je l'utiliserai? Comment je peux faire un transfert en faisant- Tu retournes l'interview, c'est bon, j'aime ça. C'est ça. Bah écoute, en fait, vois-le comme ça. C'est que ta crypto, elle est toujours sur la blockchain. En fait, des fois, on Ouais. essaie toujours de se représenter avec quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça d'ailleurs que Ledger, à mon avis, le génie qu'ils ont eu, c'est de faire un truc qui ressemble à une clé USB. Parce que les gens se disent, ah, ma crypto, elle est sur ma clé. Mais ta crypto n'est pas sur ta clé, mon gars. Elle est tout le temps dans la blockchain. Ce que tu as sur ta clé, c'est bah, ta clé privée, justement. Donc, au lieu de dire un wallet, on devrait quasiment dire un porte-clé. Ok, Tu vois ce je que je veux dire? comprends. C'est plus un Ouais, porte-clé qu'un portefeuille. Et en fait, donc pour faire simple, moi j'aime bien prendre l'analogie d'une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, tu as une adresse publique, c'est où mhm, tu habites. Tu vas déménager, si je veux t'envoyer une carte postale pour te souhaiter Joyeux Noël, ben, tu vas me partager ton adresse publique et je peux t'envoyer du courrier. Mais je ne peux pas accéder à ton courrier à toi. Je ne peux pas lire ton courrier. Ça, c'est la clé privée. Donc c'est peut-être la clé qui ouvre la boîte aux lettres et qui permet effectivement de récupérer toi ton courrier. ok, Donc en fait, ce que tu vas mettre sur le wallet, c'est ta clé privée. Donc au lieu de la... Parce que si tu laisses ton argent sur l'exchange, bah, dès que toi tu fais des virements, on a besoin de cette clé privée là pour valider les transactions. Donc d'accord. si tu achètes une crypto, si tu fais un virement d'une crypto à l'autre, eh bien en fait, tant que ton argent est sur l'exchange, c'est que tu confies ta clé privée à l'exchange. Donc d'une Ok, certaine façon, tu perds l'intérêt de la crypto-monnaie qui est à la base qu'on est souverain en fait de notre monnaie. Et je renvoie du coup les auditeurs sur l'épisode précédent que j'ai fait où en fait Jérémy nous a raconté son histoire. Donc Jérémy, lui, s'est fait geler ses comptes au Canada, ses comptes bancaires, parce qu'il avait envoyé de l'argent au mouvement des truckers à Ottawa. Et en fait, ça a été flagué comme une contribution pour un mouvement terroriste par le gouvernement. ok, Et c'était à la RBC, il a partagé, hein, c'est pas un grand secret que je révèle, il était à l'aise de partager son histoire. Et moi, je l'ai trouvé assez importante, on parle au Canada, là, parce que lui est d'origine vénézuélienne et salvadorienne. Donc il ok, savait que c'était le bordel là-bas avec les monnaies, mais au Canada, il s'attendait pas à ça. Et pendant plus que, je crois qu'il a dit 7 jours, pendant 7 jours, il avait accès à aucun compte à lui, son argent, durement gagné. Et du coup, il s'est dit, merde, en fait, c'est chaud. C'est chaud, c'est possible qu'en fait, on n'est pas vraiment propriétaire de notre monnaie. Et c'est lui qui m'a dit une phrase que je répète souvent qui dit tant qu'on voit pas le problème, on peut pas comprendre la solution.
Et je trouve cette phrase excellente parce que c'est exactement ça. C'est pour ça qu'au Canada, la plupart d'entre nous, on n'a pas vécu ce que Jérémy a vécu. Et du coup, on se dit, bon, mais ouais, ok, la crypto, machin. Mais en vrai, de plus en plus, tu vas voir des gens en Ukraine. Ça a fait la différence quand la Russie a débarqué. Parce qu'à ce moment-là, tout était bloqué et il y en a qui ont réussi à s'en sortir parce qu'ils avaient un peu de Bitcoin. Donc le fait d'avoir un wallet, ça te redonne vraiment, pour moi c'est le cœur de l'expérience crypto, c'est ça, c'est de dire c'est ma thune. Et il faut être à l'aise avec ça parce que par contre tu prends ta responsabilité. Donc comme un ETF, demain s'il y a un fuck, tu peux te retourner, tu vas dire bon voilà, vous me devez de la thune, machin, parce que tu leur as confié ta responsabilité. Mais si ta responsabilité elle est sur toi, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de la merde. Mais avec la responsabilité vient le pouvoir. On le sait aussi. Oui, exactement. Ouais. Est-ce Donc, que tu aurais par ça exemple répond. un wallet à Ouais, conseiller? Un ou plusieurs wallets, bien sûr, hein, mais ouais, carrément. donc pour quelqu'un qui est sur Coinbase, parce que j'imagine que ça reste une plateforme très, 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 comment dire, démocratisée maintenant, de Ouais. plus en plus. Quels seraient les wallets en fait? Il y en a par exemple, il y en a un que j'avais vu à l'époque de la hype des NFT qui était MetaMask. Ouais. Mais après, est-ce que c'est encore le cas? Tu sais, je me suis pas renseigné plus que ça. Ouais. En fait, merci pour tes questions. Je pense que tu as raison que ça peut peut-être répondre à des questions que des gens qui nous écoutent se posent. Il y a deux types de wallets. Tu as les hot wallets et les cold wallets. Hot Ok, wallet, ça veut dire que tu restes. Par exemple, MetaMask, c'est la référence pour moi du hot wallet. Donc, c'est mieux qu'un exchange. Pour moi, c'est première étape. C'est facile à faire parce que ça reste sur ton téléphone. Donc, on est habitué. C'est comme si tu avais ton application de banque. Tu fais ton virement, tu fais un copier-coller, tu as la double authentification, des trucs comme ça. On est habitué à ça. Le problème, c'est que si ton device il se fait hacker, on récupère ta clé privée. Donc, ça, c'est le risque. Le cold wallet, c'est la solution la plus sécuritaire. Donc en fait, c'est que ton truc est connecté à rien du tout. À rien du tout. Donc, alors après ça, il y a plein de cold wallets qui existent. Donc, il y a l'option, mettons, de Ledger qui est bien connue. Donc là, c'est vraiment USB, tu la branches sur ton ordinateur. Il y en a qui sont partis dans le côté ce qu'on appelle air-gapped. Donc, c'est juste des QR codes que tu vas scanner parce qu'ils disent comme ça, il n'y a même pas de connexion physique avec un ordinateur, tu vois, comme j'insère ma clé USB, il n'y a même pas ça. Il n'y a pas de Bluetooth, des choses comme ça. Et voilà, donc il y a pas mal de compagnies. Il y a Trezor aussi qui est très connu. Moi, personnellement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour en parler. J'utilise Tangem Wallet, qui est un espèce de nouveau joueur dans ce domaine-là. Alors, ils ont quand même un historique et tout, mais ils sont encore pas trop connus. Mais je vois qu'on en parle de plus en plus. Donc, moi, je suis content de leur avoir fait confiance parce que honnêtement, c'est en train de grossir énormément. Et pour moi, c'est un espèce de sweet spot entre le cold wallet et le hot wallet. Donc, ces cold wallets, eux, ils ont repris aussi un langage visuel qu'on connaît. Donc, c'est pas une clé USB, mais c'est une carte de crédit. Donc, ça ressemble à une carte de crédit. ok, Donc, tu peux la intéressant. mettre dans ton portefeuille ou n'importe où. Mais en fait, quand tu la reçois, tu vas l'activer et la clé, elle est sur ta carte. Et après, tu as une application. Et l'application, c'est l'interface. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme un hot wallet parce qu'au final, moi, je gère toute ma crypto depuis mon téléphone. Et Oui, quand je veux envoyer mon argent, eh bien, il faut que je tape ma carte sur mon téléphone. Et comme ça inscrit, c'est comme si j'utilisais ma clé privée pour valider la transaction. Donc, si tu voles mon téléphone, t'as rien. t'as Parce qu'il rien. faut que déjà tu aies le code de mon téléphone, le code de l'application que j'ai mis. Et de toute manière, t'as pas mes cartes. Si tu me voles une carte, t'as rien non plus. Bon, déjà, il faut que tu saches c'est quoi, parce que je pense que la plupart des gens ne sauraient pas c'est quoi. Déjà, ouais. Déjà, et si jamais tu sais c'est quoi, il faut quand même que tu aies mon identifiant de mon application. Et Ouais, après, ça, c'est toi, en fait, il te donne jusqu'à 3 cartes, donc c'est 2 ou 3 cartes. Et moi, j'en ai pris 3 par sécurité. Et donc, je les cache un peu partout. Des fois, je dis c'est un peu comme les Horcruxes dans Harry Potter, tu vois. J'en cache un en France, un à Malte et un ici. ouais, c'est Et du ça. coup, comme ça, si jamais j'en perds un, j'ai des backups. Et puis après, à tout moment, il suffit que tu aies au moins un backup. Tu peux racheter un de toilette ou partir sur une autre solution. Donc, c'est quand même flexible. Je pense que Ouais, les wallets vont beaucoup, beaucoup évoluer dans les prochaines années parce que pour moi, on parlait tout à l'heure de friction technique. C'est un des points clés. Et je pense que les compagnies, il y a une opportunité immense là au niveau de l'entrepreneuriat pour développer des applications, ce qu'on appelle du ramp-on, ramp-off. Donc, c'est la possibilité de passer de fiat à crypto facilement à même le wallet. Et notamment, Tangem, justement, ils ont développé un partenariat avec OneInch, qui est un agrégateur de DEX. Donc, pour faire simple, en fait, c'est des exchanges décentralisés. Donc, Binance ou Coinbase, c'est Mhm. centralisé, mais tu vas avoir, par exemple, Uniswap
qui va être un exchange décentralisé. Bah, OneInch, c'est un service qui va regarder, comme toi sur Internet, avant d'acheter une caméra, tu vas regarder qui est le moins cher. Souvent, c'est Gosselin. Mais, non, je rigole. Pour la petite blague entre nous. Mais finalement, il va regarder quel est le meilleur prix au moment où tu veux faire ta transaction et il va utiliser ce DEX-là. Et maintenant, tu peux le faire directement dans le wallet. Le seul truc qui manque pour l'instant, c'est le stacking. Mais ça s'en vient. Et le stacking, je ne sais pas si tu en fais, mais ça te permet de générer des revenus passifs sur ta crypto que tu gardes. Ouais, sur Coinbase, ils le font effectivement, et tu reçois quand même pas mal de. Enfin, ça reste petit, ça reste minime, mais tu reçois quand même. Donc voilà, mais effectivement, c'est très 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 intéressant. Je vais me noter. Ouais, je t'enverrai mon lien de parrainage. J'ai un petit lien, ça va te faire un rabais en plus. Tangem Wallet, c'est ça, hein? Tangem Wallet, ouais. Moi j'aime beaucoup, puis la prochaine fois qu'on se voit, je te montrerai. Donc est-ce que ça veut dire que si je veux racheter de la crypto ou en vendre, je suis obligé de le faire via Tangem Wallet? Non, moi j'achète toujours par les exchanges parce que les frais sont beaucoup plus bas. Et après, dès que j'ai acheté, je renvoie sur mon wallet. Ok, donc ton wallet a une adresse sur laquelle je peux envoyer. Exactement. Et tu as une adresse ce transfert-là est payant? par blockchain. Pardon? Ce transfert-là, il est payant, j'imagine? Oui, mais les frais sont vraiment bas. C'est les frais du réseau, en fait, seulement. Ok. Donc, si par exemple j'envoie du Bitcoin, bah, c'est les frais du réseau Bitcoin. Mais en fait, souvent, tu as beaucoup d'options. Donc là, malheureusement, mon téléphone me sert de webcam, donc je ne peux pas te montrer. Mais si par exemple, je veux envoyer, je vais donner un exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? N'importe quel jeton, du AV par exemple. Eh bien, par Binance, lui va me proposer de l'envoyer par plusieurs blockchains. Je peux l'envoyer par Ethereum par exemple, par le réseau ERC20, mais je peux l'envoyer par Polygon par exemple, qui lui va coûter presque rien, ou même par BNB. Bah, le Tangem Wallet, il va avoir beaucoup de ces réseaux-là qui sont enregistrés. Alors, ils ne sont pas toutes, parce que il y a plus que 50 000 altcoins maintenant, c'est n'importe quoi. Et il y a beaucoup, beaucoup de réseaux, mais il va te mettre les principaux. Et donc, du coup, moi, je transite toujours par les réseaux les moins coûteux. Comme ça me coûte, mais vraiment littéralement quelques centimes pour transférer des fois des milliers de dollars. Donc, ça vaut la peine. C'est anecdotique. Ce frais-là, il ne faut même pas y penser. Ok, bah parfait ça. Bah écoute, envoie-moi ton lien de parrainage. Ouais, c'est bon, on s'en reparlera avec plaisir. Je vais le mettre d'ailleurs en description de la vidéo si jamais ça vous intéresse aussi. Fait que là, on va revenir. Là, je voulais te demander tes perspectives futures. Donc, par rapport à tout ça, là, Kevin qui a avancé dans son parcours du héros, j'ai quasiment envie de dire, au travers de ça. Donc là, comment toi, tu vois les choses pour la crypto? Tu disais tout à l'heure qu'il y a encore une chance quand même que voilà, ça se peut que ça aille nulle part, mais que ça aurait été une belle opportunité pour faire de l'argent pour ceux qui ont su se positionner à temps et aussi qui ont su prendre leurs gains. Mais rêvons 2 secondes. Un monde où la crypto ferait partie intégrante de nos vies. Ça pourrait ressembler à quoi selon toi? Ben, je dirais que ça ressemblerait à un monde où clairement il y aurait... ce serait à moitié virtuel, à moitié réel, clairement. En tout cas, c'est la première porte à laquelle je vois effectivement parce que... Du méta par exemple, c'est ça ou... Oui, par exemple méta, mais en vrai, quand tu regardes, ça pourrait être aussi maintenant intégré même dans les jeux vidéo. Quand tu regardes un exemple concret, Call of Duty, ils utilisent une sorte de monnaie qui est un peu... Ils utilisent des CP, là, je ne sais pas exactement c'est quoi la nomination réelle, mais CP, et quand tu regardes, 1000 CP, ça équivaut à 30 euros. Bon bah, tu sais, c'est un peu la même chose, sauf que tu peux pas l'exchange sur Coinbase. Mais bref, donc moi j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois, de ce que je pense, que ce sera intégré, effectivement démocratisé par Meta, avec la métaverse, etc. Mais qu'en fait, ça va être... En fait, on pourrait l'appliquer en fait sur plein de marchés. Plein de marchés. Donc moi je le vois comme ça, puis je le vois positif. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore plus un truc de trading. Voilà, c'est un système de trading pour faire un peu quelques gains, etc. Je pense que c'est ça, mais j'ai l'impression qu'au fond, les gens, ils y croient et ils ont envie que ça aille plus loin. Ouais. Non, carrément. Ouais, ça crée une nouvelle économie et c'est vrai que le jeu vidéo, moi je suis convaincu aussi que ça sera un des vecteurs d'adoption parce qu'au final, encore une fois, c'est notre génération. On a tous gamé, voilà, on joue tous à différents types de jeux, mais il y a tout le temps effectivement une notion de monnaie et d'échange. Et moi je me dis aujourd'hui, je serais un créateur, là tu vois, d'ailleurs GTA 6, ils ont annoncé qu'il y aura de la crypto dedans. Donc honnêtement ça va être le premier jeu qui va avoir de la crypto, donc je pense pas que ça va être genre Bitcoin et ça va partir en fou, mais si Rockstar Games le fait et on sait que c'est un gros joueur dans l'écosystème du jeu vidéo, pour moi ça va être juste le premier pas là encore et plein d'autres jeux vont suivre en se disant mais
comment tu fais pour capter l'attention des gens? Ben, si les gens, en fait, le temps qu'ils passent dans notre jeu vidéo, comme sur YouTube, en fait, quand tu es créateur de contenu, tu es rémunéré parce que tu captes de l'attention des gens et ça, eux, bah, ils le monétisent et ils te redonnent une petite partie. D'ailleurs, il y a plein de projets de crypto qui sont là-dessus, sur une rémunération plus juste pour les créateurs de contenu. Et ben, tu dis, en fait, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Si les gens ils donnent du temps et peut-être qu'ils vont streamer, ça va créer de l'attention, etc., etc. Et ben, ça, on va les rémunérer, mais par une monnaie qui fait sens parce qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres jeux. Donc, on parle même pas des NFT avec des skins que tu pourras partager, peut-être des collabs, des trucs comme ça. Là, je parle vraiment juste de la monnaie, la première couche du truc. Mais ouais, je pense que ça va être un truc. J'ai pensé ça, je me suis dit, j'ai pensé ça il y a peut-être l'année dernière. Où je me suis dit, mais à quand que, en fait, quand Meta a annoncé la métaverse, je me suis dit, ok, moi, clairement, ce que ça m'a dit, ce que ça m'a donné comme vision, c'est qu'en fait, plus tard, on va pouvoir, et en fait, avec ce que tu dis avec Rockstar, je ne savais pas, avec GTA, mais clairement, Rockstar ont toujours été innovateurs, surtout avec GTA, donc ils vont ouvrir la porte, en fait, clairement, ça c'est sûr. Mais avec Meta et la métaverse, je me suis dit, ok, ils vont faire d'une génération, les générations des plus jeunes, en fait, qui vont être nés là-dedans, qui vont tout de suite adopter ça, on pourra clairement, peut-être, avec la crypto, gagner en fait de l'argent en jouant aux jeux vidéo. C'est-à-dire que dans le jeu, tu passes du temps, tu vas pouvoir faire des missions, peu importe, mais tu vas pouvoir gagner telle ou telle crypto et peut-être la sortir du jeu et de la mettre dans ta vie réelle, entre guillemets, tu vois. Et moi, c'est ça, j'ai pensé à ça là, quand ils ont annoncé la métaverse. Je me suis dit, ok, on va pouvoir en fait jouer à un jeu ou entre guillemets dans un monde virtuel, gagner de l'argent là-dedans et le sortir dans le réel. Et là, avec Rockstar, j'ai l'impression que là, c'est une imagination que j'ai maintenant, mais qu'en fait, ils vont ouvrir la porte à ça, peut-être. Alors, est-ce qu'ils vont. Alors, après, je sais pas, est-ce qu'ils vont créer une crypto Rockstar? Ou une crypto. J'ai l'impression que ça va être une nouvelle crypto, effectivement. Ils vont pas utiliser une crypto qui existe. Alors, pour l'instant, c'est vraiment juste des petits. Tu sais, il y a le trailer officiel qui est sorti il y a quelques jours. Donc, si vous regardez l'épisode il y a quelques semaines, peut-être. Mais effectivement, je pense que après, ça ferait sens d'utiliser une crypto qui existe déjà, ouais, c'est sûr. Puis la barrière entre le réel et le virtuel, le métaverse, en fait, c'est ça, c'est qu'on aura de moins en moins cette barrière physique. Tu vois, même Putain, je me rappelle quand moi j'ai eu une Super Nintendo, tu vois, j'ai commencé avec ça. Bah, tu sais, t'allumais ta console, tu mettais ta jaquette, ton truc. On dirait qu'aujourd'hui, ton ordi est tout le temps allumé, tu pèses sur un piton, t'es déjà là, t'es dans le jeu. Il y a les casques de réalité virtuelle. C'est de plus en plus immersif en fait. Et pour moi, la prochaine frontière finalement de ça, bah, c'est ça, c'est que ça fasse partie intégrante et il y a de moins en moins la notion de j'ai un job dans la vraie vie, j'ai un job dans le métaverse. Ça sera pareil en fait, ça va être tout mélangé. Ouais, mais moi je fais toujours référence, surtout quand je parle avec des amis qui sont un peu dubitatifs ou alors un peu réfractaires à ça, à ce monde-là, ce futur-là. Moi je suis pas que je suis réfractaire, je pense que juste que ça va être une nouvelle réalité qu'il va falloir en fait. C'est un peu comme la vieille génération aujourd'hui qui refuse un peu d'adopter la technologie d'aujourd'hui. Donc nous, notre technologie de demain, ça va être, je compare toujours un peu au film, pour ceux qui l'ont vu, Ready Player One. Ouais, magnifique. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Je suis d'accord. Plus en plus. Et qu'en fait, il y aura un monde réel, pas aussi catastrophique qu'il est dans le film, je l'espère, et un monde virtuel. Ouais. Dans lequel on va évoluer, dans lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent, dans lequel tu auras une vie virtuelle, comme on a déjà plus ou moins, avec Insta, les réseaux sociaux. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que GTA 7 ou GTA 8 soit un truc entièrement immersif. Ouais. Et qu'en fait, on le prenne comme comme à l'époque Second Life, tu vois, le jeu où tu as ta seconde vie. Ça va être ça, sauf qu'on pourra échanger de la crypto, soit de la crypto de GTA, de Rockstar qui vont créer, tu as un coin particulier, ou alors qu'ils vont utiliser Bitcoin, tu pourras en fait faire des transactions avec ça. Est-ce qu'on va vers là? Moi, j'ai l'impression qu'un peu quand même. Ouais, carrément. Carrément. Alors, je voulais te poser une question avant de conclure sur une pensée. Comme sur la chaîne, vous le savez maintenant, Kevin, c'est donc le
troisième épisode, quatrième épisode qui va être publié dans l'émission Cryptalk. Et en fait, c'est une question maintenant qui est devenue une tradition. Donc, je demande toujours aux invités si ils ont quelqu'un dans leur entourage qui me recommanderait de rencontrer. Peut-être ton patron qui avait un Bitcoin sur le bureau si tu as gardé contact. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais si jamais tu penses à quelqu'un que tu voudrais me présenter, eh ben, écoute, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te vient en tête. J'aurais aimé te recommander mon ancien patron, mais on n'a pas fini en bons termes. Ah Donc, mince, ok, on oublie. et puis, oui, à l'époque, c'était le patron de Warner Music quand je travaillais à Ok, Paris. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai pas de ses nouvelles, mais je peux ma première, la première personne comment dire, à qui je pense là, c'est un de mes collègues avec qui on a commencé ok. l'aventure. Paris, il est rentré à Paris. Oui, à Paris et Lille, entre Paris et Lille, qui est en France. Et aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas si lui, il a continué. Je sais qu'il y croyait. Je ne sais pas s'il y croit encore, mais je sais que voilà, c'est avec lui que j'ai commencé un peu cette aventure-là, qui a commencé comme une blague entre collègues. Ah bah, ça serait intéressant du coup de voir vos parcours à tous les deux, comment Ouais. ça évolue. Mais Ok. moi aussi, ça m'intéresserait de savoir. Ouais, bah tu pourras. Bah écoute, si tu veux nous mettre en contact, c'est avec plaisir que j'essaierai d'organiser ça avec lui. Et du coup, bah pour la fin, je voulais te demander si tu pouvais remonter dans le temps. Et bah, c'est le classique. Et d'ailleurs, peut-être je fais une petite parenthèse parce qu'on a donné quelques conseils, mais il y a des conseils qu'on donne pas, c'est des conseils en investissement, c'est important de le dire. Donc on ne recommande absolument pas qu'il faut aller acheter de la crypto en fou tout de suite. On fait juste en parler. Si vous êtes curieux, faites vos recherches, faites vos devoirs. Et justement, c'est pour ça qu'on crée du contenu comme ça, c'est pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion. Mais on va revenir quand même et on va finir sur un conseil que tu pourrais te donner à toi-même en fait, au Kevin qui s'est lancé dans la crypto en 2017 ou peut-être plus large si tu veux que ce soit un conseil autre que la crypto, peut-être plus sur la finance traditionnelle. Je serais curieux d'entendre ce que tu aurais à dire. Mon premier conseil, en fait, ça aurait été en fait, aller outre le fait que c'est quelque chose réservé qu'aux adultes, par exemple. Parce qu'on l'a, ou en tout cas, de faire plus de recherches et de s'intéresser. Parce que, en fait, moi, c'est pas que la crypto, c'est une partie, mais ça part de l'investissement de manière générale. On Mm. n'a pas du tout été éduqué à ça à l'école, au Mm. lycée, à l'université. Aucune littératie financière, on ne sait rien. On nous éduque on nous éduque, mais on nous éduque pas en fait sur la vraie vie et sur la vie d'adulte. En gros, quand on nous lâche après l'université, tu es là, tu sais pas ce que tu dois faire, ni avec ton épargne, ta retraite, tu sais pas, tu sais rien. Moi, ça m'a toujours été quelque chose qui me faisait peur, parce que je savais pas, genre, oh là là, c'est un truc de grand et tout. Je parle de ça, j'avais 20 ans, tu vois. Mm. Et je me suis dit, ok, un jour, il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, donc en fait, c'est voilà, d'aller outre le fait que c'est un truc chiant, pas passionnant, etc. Non, non, non. En fait, une fois que tu t'intéresses un minimum et que tu comprends les règles du jeu, parce qu'encore une fois, moi, je le vois un peu comme ça. Il Il faut. n'y a pas tout le monde qui le voit comme ça, mais je le vois un peu, le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est entre guillemets un jeu, il faut Mm. connaître les règles du jeu. Et il y a peu de gens, et la différence en fait entre les gens qui connaissent les règles et qui ne connaissent pas les règles, c'est là en fait c'est un peu ça qui fait les inégalités un peu, tu vois, parce que il faut les connaître les règles du jeu. On est dans un système où en fait il faut connaître les règles du système. Si Mm. tu les connais pas en fait, bah ouais, tu vas être toujours un peu à la ramasse entre guillemets quoi. C'est un peu délicat quoi, mais bon, c'est un peu ça. Donc ouais, le conseil que je me dirais c'est intéresse-toi et casse en fait ce tabou de ah, la finance personnelle, les épargnes, machin, c'est des trucs d'adultes, c'est chiant. Voilà. Parce que moi, c'est un peu comme ça que j'étais un peu baigné là-dedans en mode ah, c'est prise de tête, c'est trop compliqué, machin, c'est chiant. Oh là là, il faut que faut que tu ouvres un livret A. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mm. Alors, je reproche rien hein, à mes parents ou quoi que ce soit dans ma famille, mais je pense que même eux Eh ne ben non, connaissaient ils t'ont transmis ce qu'ils connaissaient, hein. voilà, maintenant c'est l'inverse. C'est moi qui leur explique les choses. C'est cool ça. Et écoute, c'est vraiment un très très bon conseil et je suis vraiment content de t'avoir eu sur la chaîne. Puis tu sais, au début, on s'était passé un petit coup de fil. Tu m'as dit, bah, crypto, je suis pas full poussé technique, mais je trouvais quand même que cette discussion, elle aurait de l'intérêt parce que justement, les gens qui nous écoutent, ben, à mon avis, il y a beaucoup de chances qu'ils se reconnaissent en toi, qui disent, ok, même sans être full poussé technique, on peut quand même faire des choses si on s'y intéresse,
Si on fait ça correctement, à la limite, on va chercher l'information autour de nous. Ouais, Donc, faut être curieux. Faut être curieux, faut faut être aller se curieux. renseigner. Si on a vraiment, c'est un domaine très compliqué, mais il faut aller se renseigner. Ouais. Ouais, parfait. Bah, franchement, merci beaucoup, Kevin, pour ton temps. Très Bah, merci, apprécié. merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Et puis, merci à vous si vous avez écouté jusque-là. C'est l'heure de l'appel à l'action. Donc, je vous laisse mettre un like sous la vidéo. Vous abonner aussi si vous voulez manquer aucun interview. On va rencontrer donc peut-être Elliot, comme Kevin disait tout à l'heure. Donc, voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et puis, on se revoit bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.